Comment terminer la guerre? Vous me direz, oh là là, voilà la plus vaste question de ce moment. Mais le Washington Post et le Wall Street Journal révèlent en tout cas un petit peu plus sur ce qui s'est dit entre Volodymyr Zelensky et Joe Biden sur ce sujet la semaine dernière à Washington. On va voir ensemble les principaux scénarios un peu disséqués. Pour le journal Foreign Affairs, par exemple, grand article, 3 scénarios. Vous allez voir du moins probable Poutine qui accepte la défaite, au plus inquiétant nucléaire et guerre directe avec l'OTAN, en passant par l'hypothèse de la chute de Poutine. D'ailleurs, Sergueï Lavrov aujourd'hui a estimé que les États-Unis menacent d'éliminer physiquement le patron du Kremlin. Tout ça, on va le poser. D'abord les faits, rien que les faits. Les indispensables, c'est au tour de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Qui est donc l'auteur de cette contribution? Bien d'abord, Foreign Affairs, c'est l'une des revues de géopolitique qui fait référence aux États-Unis. Les auteurs de ce long article sont Liana Fix, elle est historienne et politologue allemande, spécialiste notamment de la Russie et de l'Europe de l'Est. Elle signe souvent de longues analyses sur le conflit en Ukraine. Et Michael Kimmage, professeur d'histoire américain, spécialiste de la guerre froide et des relations entre les États-Unis et la Russie, lui aussi fait référence dans ce conflit. Il conseille notamment le ministère américain des Affaires étrangères à ce sujet, auteur également de plusieurs ouvrages. Et ensemble, ils font un premier constat. Il semble que la Russie se dirige vers la défaite. Pour eux, cela ne fait aucun doute. En revanche, la forme que prendra cette défaite est moins certaine. 3 scénarios existent et chacun aurait des conséquences différentes pour les décideurs en Occident et en Ukraine. Quels sont ces scénarios? Eh bien, le premier scénario, c'est une capitulation de la Russie aux conditions de l'Ukraine, et il faut donc le dire, c'est très peu probable, et cela pour 2 raisons. D'abord, parce que tout semblant de dialogue diplomatique entre la Russie, l'Ukraine et l'Occident a disparu, et ensuite parce que l'étendue de l'agression russe et de ses crimes de guerre rendrait difficile pour l'Ukraine d'accepter un règlement diplomatique. En clair, l'Ukraine n'accepterait rien de moins qu'une reddition totale de la Russie. Et côté russe, la reddition semble inenvisageable. C'est improbable étant donné que l'approche que Poutine a de la guerre a été maximaliste depuis le début. Qu'en est-il du deuxième scénario? Eh bien, le deuxième scénario, c'est clairement celui qui fait le plus peur parce que c'est le scénario de l'escalade. Les auteurs envisagent que le Kremlin cherche à la fois à faire durer cette guerre et à multiplier les actes de sabotage en Ukraine, mais aussi chez les alliés de l'Ukraine. On pense notamment à Nord Stream. Et donc, on peut lire que Poutine pourrait détruire des gazoducs ou lancer des cyberattaques contre les institutions financières occidentale. En fait, la Russie pourrait chercher, selon les auteurs, à étendre le conflit sur d'autres terrains, à amener le désordre partout où c'est possible et parfois même à ouvrir d'autres fronts. Plus inquiétant encore, les auteurs estiment qu'ensuite, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques soit le dernier recours des Russes. C'est le scénario catastrophe. Et Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à jouer cette carte selon eux. Ils expliquent que le franchissement du seuil nucléaire pourrait conduire à une implication conventionnelle de l'OTAN dans la guerre. Les auteurs restent néanmoins prudents. Une escalade du conflit qui serait, je cite, catastrophique, pourrait bien heureusement ne pas se produire. Venons-en peut-être au scénario qui est le plus probable, le troisième. Oui, c'est effectivement le scénario qui est le plus vraisemblable selon les auteurs et c'est celui d'un effondrement du régime. Parce que pour eux, Poutine est en danger à tous les niveaux. Sa gestion de la guerre a été terrible et l'économie russe se contracte face à ces tendances lugubres. Poutine a doublé ses erreurs tout en insistant sur le fait que la guerre se déroule selon le plan et les Russes pourraient le blâmer pour cela. Perdre l'opinion, ça serait le coup de grâce pour Poutine. S'il perdait sa légitimité, il serait à coup sûr renversé. En revanche, leur prédiction pour les remplaçants n'est pas vraiment rassurante pour l'Occident parce que les auteurs avancent ces 2 prétendants possibles. Evgeny Prigojine, vous allez le voir, le chef de la milice Wagner, et Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène, 2 ultranationalistes, 2 faucons. Et d'ailleurs, vous allez voir que les auteurs filent la métaphore. Ils pourraient tenter de grignoter les restes du pouvoir de Poutine, encourager les luttes intestines pour assurer leur place au centre du pouvoir. Ils pourraient également tenter de revendiquer eux-mêmes ce pouvoir. Et après cela, alors ?
Eh bien, ce serait le pays tout entier qui serait en danger, la Russie en elle-même qui pourrait imploser. Ils expliquent que la chute de Poutine pourrait se traduire par une guerre civile et la désintégration de la Russie. Le pouvoir serait contesté au sommet et le contrôle de l'État se fragmenterait dans tout le pays. Est-ce que cela signerait la fin de la guerre pour autant? Eh bien non, mais vous allez voir, c'est tout comme, bien qu'une Russie en ébullition ne mette pas fin à la guerre, elle pourrait tout simplement être incapable de la mener, auquel cas l'Ukraine aurait retrouvé la paix et l'indépendance, tandis que la Russie sombrerait dans l'anarchie. Alors justement, Justine, en ce qui concerne l'Ukraine, on apprend un peu plus sur ce qui s'est passé la semaine dernière entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Ils ont aussi parlé des scénarios de la fin de guerre. Visiblement, les planètes ne sont pas 100% alignées, hein. Oui, regardez, on se souvient d'abord de ces belles images, une poignée de main franche et amicale, une main sur l'épaule, une petite tape dans le dos, des accolades, des sourires, des confidences et surtout un nouveau programme d'aide militaire à quasiment 2 milliards de dollars. Sauf que ce long article que vous allez voir du Washington Post révèle effectivement que Volodymyr Zelensky et Joe Biden ne sont pas tout à fait d'accord sur les scénarios de la fin de guerre. Il en a été question lorsque les deux hommes se sont isolés dans le bureau ovale avec leurs conseillers et eux aussi ont mis 3 options sur la table. La première, c'est le plan de paix proposé par Zelensky le mois dernier, à savoir un retrait pur et simple de la Russie, de tout le territoire ukrainien, Donbass et Crimée comprises. La deuxième option, c'est de revenir aux positions de 2014, c'est-à-dire que les 2 républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk resteraient aux mains des Russes. Et puis la troisième option, c'est de revenir aux positions du 24 février, c'est-à-dire que les 2 républiques séparatistes et la Crimée, cette fois, resteraient aux mains des Russes. L'option 2 et l'option 3 viennent de l'administration Biden et donc Zelensky les a clairement refusées. On comprend donc que les 2 présidents sont dans des dynamiques différentes. Et voici d'ailleurs les propos que rapporte le Washington Post. Biden reste soucieux de ne pas aller trop loin, trop vite, par crainte d'une escalade, tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'une discussion théorique à ce stade, puisque rien n'indique que la Russie soit intéressée par un dialogue, tandis que Zelensky veut faire comprendre qu'il a besoin d'un soutien continu que, franchement, seuls les États-Unis peuvent fournir. Merci beaucoup, Justine, pour ce travail. Merci à vous. Alors, parlons-en maintenant. Commençons, si vous le voulez bien, on va prendre les choses les unes après les autres, par cet article qui lève un tout petit peu plus le voile sur ce qui s'est dit la semaine dernière. On a donc un Volodymyr Zelensky qui dit « Pour moi, il n'y a pas de plan de paix s'il n'y a pas de retrait total du territoire, donc jusqu'en Crimée, c'est ce qu'on comprend. » Mais de l'autre côté, l'administration américaine, elle a surtout essayé de savoir ce qu'il y avait dans la tête du président ukrainien, pour s'assurer que Kiev, si je lis bien, est dans la position, pour essayer de voir dans quelle position est Kiev, avant peut-être de retourner aussi autour de la table des négociations. Il y a les images, elles sont fortes, rien n'enlève la force du moment de la semaine dernière, mais on n'est pas dans du 100%. C'est plus nuancé que ça, Jean-Dominique Merchet. Oui, bien sûr, ça ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà et ce qui est dans la nature des choses, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses. Les planètes entre Washington et Kiev ne sont pas totalement alignées et c'est bien normal qu'elles ne le soient pas. On ne voit pas les choses de la même façon depuis Kiev, lorsqu'on a une armée étrangère qui envahit son pays, et depuis Washington, où on a beau avoir des alliés, on se sent en tout cas un peu responsable de la sécurité mondiale, bien au-delà de la question du Donbass et de la Crimée, avec lequel on s'est arrangé entre 2014 et 2022. Voilà. Donc effectivement, c'est tout à fait normal. Mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup évoqué Churchill à l'occasion de la visite de Zelensky à Washington. Lorsque Churchill se rend pour rencontrer le président Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale, les 2 hommes n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord du tout sur quel type de guerre il fallait faire, comment on sortirait de ça. Ils n'avaient pas du tout les mêmes priorités. Après, il y en a un qui est plus fort que l'autre, parce qu'il est plus riche, plus gros, voilà. Et c'est souvent le plus fort, le plus riche, le plus gros qui emporte la décision. Mais il doit aussi tenir compte de ce que pense l'autre. Donc c'est un dialogue. Et effectivement, je pense que il ne faut pas y voir. C'est normal ce qui se passe. Chacun a des responsabilités différentes. Et clairement,
d'ailleurs, Biden l'a dit assez justement, pour l'instant, ce sont des discussions théoriques, parce qu'on n'est pas devant une décision à prendre. Il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'on livre ou pas? Est-ce que les États-Unis livrent ou pas tel ou tel type de matériel? Mais voilà, moi, je suis pas plus étonné que ça. Anastasia Kirilenko, Jean Quatremer. Moi, j'ai bien aimé les prévisions que le régime russe s'effondre. Je déteste les analyses qui prétendent que le régime russe est stable. Une dictature, ça ne peut pas être stable. Il y a une dynamique négative. Qu'il s'agissait du poids économique de la Russie, avant cette guerre, c'était 2%, mais la Russie de Poutine ne peut qu'être déclinée, donc son poids et sa fameuse puissance ne peut qu'être déclinée pendant une dictature. Les dictatures mènent des guerres, d'ailleurs, indépendamment des échecs sur le front. Et la propagande russe menace d'étendre la guerre vers la Moldavie, le Kazakhstan, les pays baltes. Donc tout ça, ça joue. On ne peut pas dire que le régime russe est stable. Voilà, il a fait cette guerre, maintenant on négocie et ça sera oublié, ça ne se passera pas comme ça. Donc à moi, cette prévision a paru vraiment réaliste. Jean Quatremer. Ce qui est assez étonnant, c'est les propositions américaines. Parce que le retour au statu quo ante n'a aucune chance de voir le jour aujourd'hui. Pour l'instant, c'est le champ de bataille qui va parler, c'est les armes qui vont parler. Si on revient au statu quo ante, c'est-à-dire le Donbass autoproclamé indépendant et la Crimée, mais les Russes recommenceront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On ne règle aucun problème. Le seul moyen de régler le problème, et là les Russes ont tort, c'est effectivement qu'il y ait une capitulation totale des Russes, voire un changement de régime, sinon ça recommencera. Je veux dire que les Américains, il y a un côté un petit peu naïf, je dirais, dans leur approche, et alors moins naïve que l'approche d'Emmanuel Macron, parce que là, Macron, carrément, il est ailleurs. Parler de l'architecture de sécurité du continent européen, alors qu'aujourd'hui, on n'est même pas sorti de la guerre, on ne voit aucune solution, c'est un délire, pour moi, personnellement, total. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, mais là, juste pour terminer, après, vous pourrez dire votre désaccord. Donc, je trouve que là, les Américains ont tort. Je veux dire que pour l'instant, c'est la guerre. On peut penser à l'après-guerre, mais penser à une après-guerre avec un Poutine toujours en place, la Crimée et le Donbass toujours aux Russes, c'est un petit peu comme de penser à l'après-guerre en 1943-42 avec Adolf Hitler en place, Berlin, capitale du Reich. Général. Ça n'a pas de sens. Général. Non, moi je ne suis pas du tout sur cette longueur-là. Je pense qu'il faut avoir une vision globale de la sécurité, non seulement en Europe, mais dans le monde. Et que ça, c'est un vrai sujet dont, à mon avis, ne s'empare pas assez le secrétaire général de l'ONU. Il faut absolument, je ne comprends pas que ce ne soit pas plus présent dans ce conflit, c'est-à-dire que maintenant qu'il a le faire le tour, en disant Poutine, tu sais, ça fait 3 mois que tu nous dis à chaque discours, on veut discuter, on veut des négociations, il parle de paix, alors qu'il n'a pas parlé pendant 6 mois. Très bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il aille voir Zelensky, quelles sont les conditions, et puis qu'on fasse ce qu'a proposé le président Zelensky, en tout cas son ministre des Affaires étrangères hier, effectivement, un sommet à l'ONU. C'est à l'ONU de régler ça, avec toutes les parties, en février. Et ça, je pense qu'il va falloir y passer. Mais alors, il y a 3 scénarios là, qu'on a présentés il y a quelques instants, en tout cas écrits par Foreign Affairs. Ouais. On prend les choses les unes après les autres, encore une fois. Donc il y a un scénario numéro 1, c'est le moins probable, a priori. La Russie qui accepterait sa défaite en acceptant un règlement négocié aux conditions de l'Ukraine. On comprend bien à quel point c'est mal parti, d'autant que dans l'actualité aujourd'hui, regardez un petit peu, juste pour cette journée, les déclarations. Kiev a demandé une réunion de paix, un sommet de paix, mais à condition notamment que la Russie soit poursuivie pour ses crimes de guerre. Oui. Dans la même journée, vous avez Lavrov qui dit quoi ? Que l'Ukraine doit accepter les conditions russes, sinon l'armée tranchera. Et puis si on regarde quelques heures en arrière, vous avez le vice-président russe du Conseil de sécurité, M. Medvedev, qui dit qu'il faut accepter des garanties de sécurité pour la Russie. Bref, on voit bien pourquoi ça va dans le mur en l'état actuel des choses. Mais tous ces scénarios, moi je trouve qu'aucun de ces 3 scénarios n'est vraiment crédible. Je pense qu'il y a l'hypothèse la plus probable, malheureusement pour l'instant, c'est que les choses continuent comme ça, pendant longtemps. Longtemps, ça veut dire quoi ? On n'en sait rien. Je sais, par exemple, Philippe Gély du Figaro qui dit 3 ans et plus. Ça peut se geler aussi à un moment. Comme ça s'était gelé en 2014 ou comme voilà, et puis qu'on trouve pas vraiment une bonne solution. Vous savez, des endroits où on trouve pas de solution, il y en a
plein le monde. La Corée, le Cachemire, Israël-Palestine, Taïwan. Taïwan, donc des endroits où on n'a pas trouvé la solution. On s'est arrêté par épuisement ou parce qu'on ne savait plus comment faire, mais on n'a pas réglé le problème. Je pense que c'est malheureusement la situation. Il y a une autre hypothèse qu'on ne peut pas exclure, c'est qu'une autre crise internationale de très grande ampleur surgisse. Taïwan, l'Iran, ou une crise globale. Imaginons une nouvelle pandémie bien plus sérieuse que le Covid, ou une catastrophe naturelle de très grande ampleur. Et tout d'un coup, le monde va se dire, oui, l'Ukraine c'est bon, mais maintenant on doit gérer, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes qu'on doit gérer. Donc ça changerait totalement la donne. Donc, mais encore une fois, c'est un petit jeu intellectuel qu'on fait là, les scénarios. Mais c'est pas... encore une fois, aujourd'hui, l'heure est à la guerre. Alors, j'ai vu... Ouais, donc, il va falloir que ce processus de guerre aille jusqu'où il peut aller aujourd'hui avec les capacités des uns et des autres. Et là, on pourra voir à quoi ressemble la situation. J'ai vu le général bondir en quelque sorte. Je pense que c'était au niveau du scénario numéro 2 surtout. Non, mais les trois scénarios... Pardonnez-moi, je me permets d'aller jusqu'au bout. Un scénario numéro 2, pour le rappeler, où en gros on est dans le pire des cas avec potentielle attaque nucléaire et surtout maintenant une guerre Russie-OTAN avec extension du champ du conflit et avec utilisation d'armes chimiques, biologiques à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Poutine qui détruirait des pipelines d'énergie, avec des cyberattaques orchestrées, etc. Je rappelle juste qu'il y a un homme qui est assez important, qui a mis un scénario un peu comme ça sur la table ces derniers jours. C'est Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, qui a averti que la guerre en Ukraine pourrait se transformer en une guerre majeure OTAN-Russie. Oui. Mais bien sûr que tout est possible. Mais moi, d'abord, je n'y crois pas. Je trouve que les scénarios qui sont présentés dans cet article sont extrêmement pessimiste. Alors évidemment, on peut... Mais il y a d'autres scénarios. Moi, je suis plus ce que dit Jean-Dominique. Moi, j'en vois trois. Hein. Le premier, c'est qu'effectivement, on se tourne vers... ça se fige plus ou moins, parce que de toute manière, ne serait-ce que par manque de munitions d'un côté et de l'autre. Rappelons quand même que le président Zelensky est allé aux États-Unis, bien sûr, pour avoir des patriotes d'autre chose, et l'assurance du Congrès à partir de début janvier, mais surtout pour avoir des munitions. Parce que lui aussi, il a besoin de munitions. Enfin, ils sont tous, parce qu'évidemment, le conflit est assez intense. Donc, un peu comme 2014, en fait. Hein, ça a duré dans le Donbass 2014. Quand on regarde les frontières d'aujourd'hui, elles n'ont pas beaucoup évolué, hein, un petit peu, mais évidemment pas beaucoup, sauf bien sûr la zone de Mariupol. La deuxième chose, c'est que l'un des deux, à un moment donné, les Russes, parce qu'ils ont un certain nombre de personnes qu'ils ont entraînées, formées et qu'ils arrivent à avoir un minimum de munitions, décident d'une attaque majeure, je pense au sud aussi, en direction du nord vers Zaporijjia, possible. Je ne crois pas à une attaque sur Kiev aujourd'hui. Ça peut être la même chose côté ukrainien, en se disant, bon, on a figé un peu partout, mais nous aussi, on va aller essayer d'avoir une avancée majeure dans l'endroit qui est le plus faible côté russe, et il y en a sur 815 km de front. Et la troisième chose, c'est ce qu'a proposé le ministre des Affaires étrangères, bien sûr des conditions qui pour l'instant ne sont pas acceptables ni côté russe ni côté ukrainien, mais qu'on commence des pourparlers de paix, ce qui permettrait de déboucher tout doucement, peut-être après des mois de guerre, voire des années, mais que l'on commence à essayer de trouver une solution. Il y a un scénario qu'on n'a pas remis sur la table, c'est la question de l'effondrement du régime, qui a été évoqué en troisième position. La défaite par l'effondrement du régime, avec des batailles décisives qui en gros se joueraient définitivement plus dans les couloirs du Kremlin que sur le front, parce que, in fine, les Russes finiraient par plus en pouvoir de cette guerre et par ne plus soutenir Poutine. Je précise juste dans l'actualité aussi cette déclaration de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui estime aujourd'hui que les États-Unis menacent d'éliminer physiquement Vladimir Poutine. Il l'a exprimé dans une interview qui a été accordée à l'agence de presse TASS. Ce sera en préparation, dit-il. Dans la même interview, Lavrov a parlé de la dénazification de l'Ukraine, qui est toujours d'actualité. Il a dit que c'est l'Ukraine qui menace
la Russie, qui appelle à frapper préventivement avec des armes nucléaires la Russie. Il a dit beaucoup de mensonges, donc tout ça, c'est à prendre avec des réserves. C'est de la propagande pure, ce qu'ils font dès le début de cette guerre. Donc ça fait 10 mois de guerre. Et on se souvient du fait qu'effectivement, la plupart des analystes n'ont pas prédit cette guerre. Et pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la Russie n'était pas capable d'envahir l'Ukraine. Et ça reste toujours d'actualité. Ils ne se sont pas trompés. Peut-être une nouvelle offensive sur Kiev était possible, comme dit le général Zaloujny, mais il n'a pas dit que la Russie allait gagner cette bataille. Après, je suis quand même choquée quand on dit les deux côtés de ce conflit. La Russie a utilisé les mensonges pour commencer cette guerre. Ce qui l'intéressait réellement, ce sont les mers chaudes, les détroits. Mais au lieu de ça, la Russie a parlé de la dénazification. Vous savez, là, pendant les vacances, j'ai vu le film Avatar au cinéma. Le sujet, c'est que les terriens ont gâché leur planète et ils veulent envahir une autre. C'est ce que la Russie a en gros fait. Elle a gâché son pays. On a parlé de la corruption endémique. Le poids économique au niveau d'Espagne, tandis qu'il y a plusieurs fois plus de population, ils sont allés envahir d'autres terres. Mais il y a un problème à l'intérieur de la Russie et à l'intérieur du régime qui, peut-être pas demain, mais qui va finir par changer, peut-être même pas tout de suite vers la démocratie, mais ça évolue, ça reste pas... Donc la question de l'effondrement du régime à terme un jour, vous y croyez plutôt? Vous pensez, en tout cas, il ne faut pas l'écarter. C'est la propagande même qui commence à l'évoquer. La Russie reste un empire dans le sens 20% des citoyens russes ne sont pas ethniquement russes. Ils sont très loin même des Russes. Ils sont des Mongols et des Caucasiens. Et maintenant, quand Poutine dit, vous savez, on est le même État, c'est l'État des Slaves. En gros, le message, c'est que la Russie, c'est un État des Slaves. Il y a le vrai séparatisme qui commence en Russie même. Il y a l'ancien président mongol a appelé les Russes mongols, comme il a dit, d'émigrer. Il y avait un exode. L'Ukraine, d'ailleurs, a reconnu l'indépendance de la Tchétchénie, ce qui redonne l'espoir aux Tchétchènes. Donc, c'est lui qui a commencé tout ce chaos. Sauf que pour commencer cette guerre, c'était le désir de Poutine, mais maintenant, il va la continuer pour cacher les crimes de guerre. Il y a un fait qu'on n'a pas assez souligné hier, c'est le fait que les Russes aient proposé de réouvrir le robinet du gaz à destination de l'Europe. Et vous savez pourquoi? Parce que Poutine a perdu une guerre qu'il mène contre l'Europe depuis le mois de février dernier, celle du gaz. Le prix du gaz aujourd'hui est revenu à son niveau d'avant l'invasion de l'Ukraine. Nous avons gagné cette guerre et on a mis les Russes à genoux et les Russes ne sont pas totalement stupides. Ils ont compris le message et là ils disent « Ah ben écoutez, puisqu'on a perdu, on va vous redonner du gaz ». C'est super important et ce n'était pas dans l'article parce que personne ne l'a vu venir ça. C'est la façon dont nous les Européens, on s'est organisés pour résister à ce chantage. Donc un petit cocorico européen. Le cocorico européen. Voilà. Jean-Dominique Merchet, je reviens à la possibilité d'une déstabilisation en profondeur du régime. Scénario issu numéro 3. Alors ça, vous avez l'air plus raccord avec ça. Mais bien absolument. Alors gardez ça pour dans un instant. Jean-Dominique Merchet sur le sujet. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un... J'ai du mal à l'imaginer là dans l'immédiat. Et de toute façon, si ça arrivait, ce ne serait pas forcément une excellente nouvelle non plus, parce qu'il pourrait être effectivement remplacé par quelqu'un... oui, c'est vrai, Vladimir Poutine peut comme ça arrive dans les dictatures, tomber malade soudainement et ne pas se réveiller un matin. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, ça. Mais par qui sera-t-il remplacé ? Voilà, et ça, on n'en sait rien. Donc, non, je pense qu'il y a des gens qui ont en Russie qui ont intérêt à maintenir le système en place, et que ces gens qui ont intérêt à maintenir le système en place parce qu'ils en profitent financièrement, je veux dire, voilà, sont plus nombreux que ceux qui, pour l'instant, ont intérêt à le renverser. Je ne pense pas que nous soyons à la veille d'une révolution en Russie comme la révolution de février 1917, lorsqu'effectivement les armées russes étaient effondrées et que tout d'un coup, voilà, le peuple russe a dégagé son tsar en une semaine et s'est engagé dans un processus révolutionnaire, puis une guerre civile.
parce que ça peut être ça aussi. Hein. Il y a déjà eu des révolutions en Russie. Oui. On l'oublie, c'est une autocratie sans doute, mais c'est une autocratie qui a connu l'une des plus grandes révolutions au monde en 1917, qui est devenue une guerre civile qui s'est achevée en 21, et ensuite qui a donné quand même des choses pas toujours extrêmement sympathiques. Jamais sympathiques. Voilà. Donc c'est une catastrophe, faut le dire. Voilà, non, mais c'était un euphémisme. Tu as été au Parti communiste jeune. C'était un euphémisme. Donc, oui, ça peut arriver. C'est pas toujours une bonne nouvelle que ça arrive, parce que quand ça commence, c'est bien. Mais la manière dont ça évolue, c'est pas toujours terrible. Alors pourquoi, en général, c'est ce scénario qui trouve un temps soit peu grâce, finalement, à vos yeux Non, mais c'est ce que je pense qu'il pourrait arriver peut-être de mieux, alors sous réserve, effectivement, du successeur du président Poutine, mais ce qui pourrait arriver de mieux, c'est que cette guerre s'arrête parce que, tout simplement, le régime s'effondre, parce qu'il y a une dissension interne, parce qu'il y a quelqu'un qui prend la place et qui est contre cette guerre, que les Russes réalisent enfin que cette guerre est insensée, elle est injuste complètement, et que c'est d'un autre temps. Et donc c'est ce qui pourrait arriver de mieux pour terminer plus rapidement cette guerre. Mais malheureusement, effectivement, on n'en voit pas des signes aujourd'hui arriver en Russie. Et en conclusion, peut-être, je voudrais revenir sur les propos de Sergueï Lavrov. Alors en effet, il faut toujours faire la part des choses, vous l'avez fait très clairement il y a quelques instants, mais quand il dit que les États-Unis menacent d'attaquer physiquement Vladimir Poutine, que ce serait en train d'être préparé, l'élimination du patron du Kremlin. Ils ne l'ont jamais fait dans l'histoire. Oui. Ils ne l'ont jamais fait. Hitler, ils ne l'ont pas tué, ils auraient pu, ils n'ont jamais visé Hitler. Regardez tous les conflits, jamais ils sont allés s'attaquer. Le seul qu'ils ont essayé de tuer de mémoire, c'est Fidel Castro. Oui. Voilà. Et encore, voilà. Ouais, voilà. C'était pas clair. Donc ça, c'est au moins... Nous, les Français, on l'a fait, déjà, éliminer des chefs d'État étrangers, et récemment.